Bienvenue à toutes et à tous à cette conférence de Walisquet. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Claude Sidbon, qui est né à Tunis et sociologue et intellectuel engagé, dont le parcours s'inscrit au croisement de la mémoire, de la transmission et du dialogue entre les cultures. Claude est formé en France, marqué par les événements de mai 68, et s'installe en Israël au début des années 70, où il exerce d'importantes responsabilités éducatives et culturelles, notamment à Jérusalem. Il est spécialiste reconnu du judaïsme tunisien. Il a consacré une grande partie de son œuvre à faire connaître l'histoire, la culture et la mémoire de cette communauté, en France comme à l'international, et son engagement constant en faveur de la francophonie, du dialogue interculturel et de la paix fait de lui une figure majeure du monde intellectuel méditerranéen contemporain. Alors, bienvenue Claude Sidbon, qui est accompagné aujourd'hui de son épouse Ayala, avec qui on a fait un voyage récemment en Argentine. Donc, bienvenue à tous les deux et merci beaucoup de nous accompagner ce soir. Tout ce que tu as dit, je peux arrêter, plus de conférence. Bon, d'abord, je voudrais, avant de commencer, dire merci à Ayala et à ma fille Tali, parce que sans elles, nous n'aurions pu ni vous voir, ni vous entendre. Elles sont des artistes de la communication. Bon, ça, c'est la carte de la Tunisie sans les nazis. C'est simple, c'est clair, mais on va tout de suite nous occuper des nazis, de ces drôles de bêtes qui nous ont pendant 6 mois mis sous la botte. Très bien. Ça, c'est la photo de mes parents qui se sont mariés en 1927. Pourquoi mes parents? D'une part parce que c'est mes parents, mais parce que d'autre part, c'est déjà un mariage entre un Livournais, un Tunisien, mon papa, et une Livournaise, ma mère, de Paz, ce qui montre déjà à cette époque-là, la communauté livournaise commençait à s'intégrer à la communauté locale, et ça, c'est une longue histoire. Pourquoi ma mère? Parce que ma mère, dans ce cas particulier, pendant 6 mois, elle m'a porté et elle n'a pu manger que des graines de café, mais ceci ne l'a pas empêché, en tout cas moi, je ne sais pas si la mémoire intra-utérine existe, mais je me suis promis qu'en partant, en attendant, en sortant en même temps que les Alliés, j'allais témoigner. Et voilà, déjà dans ma vie, j'ai depuis 15 ans organisé au Yad Vashem chaque année au mois de décembre une cérémonie pour la commémoration de la première RAF à Tunis. Je fais cette émission, je prépare en hébreu un livre justement parce que ce sujet est très peu connu. Il faut dire les choses comme elles sont. Et donc, on nous allons voir de quoi il s'agit. Mhm. Il se passe que l'histoire peut commencer dans ce château de Wannsee. Wannsee, c'est dans la banlieue de Berlin. Et j'étais en visite à Wannsee, justement, dans ce château. Et la directrice m'a étonné parce qu'elle m'a dit, le 20 janvier 1942, il y a eu la conférence des dignitaires, c'est pas le mot exact que j'aurais employé, de la direction nazie qui avait décidé qu'il y aurait une solution finale en Serbie, en Tchécoslovaquie, et ils avaient marqué en France 730 000 juifs. Et la directrice me dit, c'est pas une erreur, c'est qu'en fait, pour ces nazis, la France, c'était aussi l'Afrique du Nord. Et donc, si c'est aussi l'Afrique du Nord, c'est qu'on pensait qu'en Tunisie, il y allait avoir la solution finale. Cette solution finale qui aurait pu être la même que celle de Salonique, où 97% de la population ont été détruite, mais non, il y a eu dans cette histoire-là, dans cette réunion dirigée par Heydrich, où ils ont envoyé un homme qui apparemment est un simple officier, mais un officier malheureux. Vous avez dû peut-être comprendre, j'ouvre une parenthèse, quand on était en Argentine, je disais, où est le Chili, où est le Chili? Je voulais savoir
où était enterré cet officier qui était le seul officier non jugé par la communauté internationale, qui est enterré. Qui est cet officier Raouf? Raouf, en fin de compte, on l'a compris, à la suite de la conférence de Wannsee, on va voir cet homme, intelligence diabolique, qui a créé les camions à gaz avant la chambre à gaz. Et ça a fait plus de 100 000 morts. Il n'a pas été jugé au procès de Nuremberg. Il s'est sauvé, comme beaucoup de nazis dans des pays arabes. Lui s'est sauvé en Syrie, où il a été le conseiller militaire du ministre de la Défense, et on va le retrouver en Italie, mais je laisse une parenthèse parce que entre l'Italie et la Tunisie, on va le voir arriver, sévir à Tunis. Sévir à Tunis, pourquoi? Parce que le 8 novembre 1942, il y a eu ce qu'on appelle l'opération Torche. De Gaulle et Churchill avaient dit les opérations des Alliés commenceront par l'Afrique du Nord. Et en fait, ils arrivent le 8 novembre 1942 à Alger et il y a une révolution, j'allais dire, parce qu'elle a été faite en fait par 800 jeunes juifs, mais ça c'est encore une autre histoire. Et c'est à ce moment précis qu'on voit que l'Allemagne est en train de perdre au sud de la Tunisie la défaite de l'Allemagne et on est persuadé que les Alliés vont arriver en Tunisie. Mais non, le général Barre, pour ne pas le nommer, ne fait pas grand-chose pour que les choses se passent. Et le 9 novembre 1942, on voit des avions nazis atterrir à El Aouina, qui est l'aérodrome de Tunis. Et à ce moment-là, on va voir Rauf, si vous voulez prendre la direction des opérations, et ce Walter Rauf organise le 9 décembre 1942 la première rafle contre les Juifs de Tunisie. Avant cette rafle, il y a eu une réunion, si vous voulez, avec le grand rabbin Chaim Belaïch, qui a été un homme extrêmement courageux, le président de la communauté, et aussi un autre homme sur lequel nous reviendrons, Maître Paul Guest, qui est un officier qui a dirigé les opérations de la communauté. Mais ça ne va pas durer, parce que, si vous voulez, entre des forces nazies et une communauté, le combat est, si vous voulez, très, très faible, parce que cette communauté, elle comprend 75 000 juifs, et on va voir justement que l'on va imposer aux juifs de 18 ans à 45 ans le travail obligatoire, et ce travail, si vous voulez, va se faire dans 32 camps éparpillés le long de la Tunisie, particulièrement autour des ports, dont le plus terrible, celui qu'on a de Bizerte. Dans tous ces camps-là, on va voir, si vous voulez, comment les Juifs vont, je disais tout à l'heure, compter 75 000 Juifs. Et 1943, très curieusement ou pas curieusement, les sociologues s'apercevront qu'il n'y a plus de naissance, puisque tous les hommes sont, si vous voulez, occupés dans les camps de travail. Il y a, si vous voulez, dans ces 6 mois, des opérations terribles, des condamnations, si vous voulez, des otages, dont le plus célèbre est Raoul Darmon. On va voir aussi un phénomène qui est très curieux, enfin curieux, c'est le phénomène de l'étoile jaune. L'étoile jaune, pendant très longtemps, un des historiens du judaïsme tunisien le plus célèbre, Paul Sevan, disait il n'y a pas d'étoile jaune. Il n'y a pas d'étoile jaune en Tunisie. Et moi, ça m'avait un petit peu surpris parce que j'avais rencontré une députée qui s'appelait Mathilde Aguez, originaire de Sousse et habitant Sfax, qui me dit Claude, on a porté l'étoile jaune. Qui croire? Et je dis mais alors Mathilda, où est cette étoile? Il dit, vous savez, les Tunisiens, quand on finit le mal, on jette tout. On a tout déchiré. Donc, pas d'étoile. Alors, qui croire? Mathilde Aguez. Et je commençais, si vous voulez, à chercher un petit peu dans les conférences que je faisais dans le pays, qui a une étoile jaune.
Et un jour, à Natania, un monsieur Ishaï se lève et me dit, voilà l'étoile jaune. Alors, l'étoile jaune, elle a une autre histoire dans l'histoire, si vous voulez, mais c'est comme ça, les poupées russes, mais aussi les poupées tunisiennes. L'étoile jaune, c'est aujourd'hui un dans des murs du Yad Vashem, dans le nouveau bâtiment. Sur ce mur, il y a deux choses. Il y a d'une part l'étoile jaune dont je viens de raconter l'histoire, et un morceau, un rouleau de la Torah qui appartient à Albert Memmi. Pourquoi Albert Memmi? J'allais souvent chez Albert Memmi et je lui disais, mais c'est quoi ça? Il me dit, non, mon père est bourrelier. Et un jour, un officier est venu et lui demandait, avec un revolver, fais un sac pour ma femme, et voilà ce qui reste. Et donc, j'ai pris ce morceau de Torah et j'ai pris cette étoile jaune. Et aujourd'hui, si vous allez à Yad Vashem, vous saurez qu'il y a un mur entier des Juifs tunisiens qui s'insèrent dans l'histoire générale et qui montrent qu'il y a eu, si vous voulez, il n'y a pas eu euh, Salonique, il n'y a pas eu ailleurs, mais c'est une des chances de l'histoire du judaïsme tunisien. Le judaïsme tunisien a échappé, je le disais tout à l'heure à Salonique. Pourquoi? Parce qu'au sud, à l'Allemagne, la défaite de Rommel, en haut à l'ouest, et puis il y a la mer qui va séparer. Et on n'a jamais vu, si vous voulez, sauf en Tunisie, un résistant du nom de Roland Dana qui sera envoyé de Tunis à Auschwitz en avion. Et donc, on ne sait pas combien de morts il y a en Tunisie, mais on sait aussi une autre chose, c'est que les frères, celui qui a giflé sa femme, peu importe, euh, a fait une liste des juifs tunisiens vivant en France, envoyés directement à Auschwitz. 167 du nombre. Alors, on retrouve aujourd'hui des traces. Une première trace dans le Borgel, au cimetière de Tunis. On retrouve une stèle à la synagogue de Marseille, Keter Torah. Et on commence, si vous voulez, à avoir des histoires, si vous voulez. C'est quoi des histoires? Dans un 6 mois, il n'y a que des histoires extraordinaires ou des histoires. On va essayer de vous en parler de trois. La première, c'est Young Perez. Young Perez est un petit boxeur de la Hara, du ghetto de Tunis, qui va grimper petit à petit et qui va devenir champion du monde. C'est pas rien pour un petit garçon. Mais lui, il va se trouver à Paris, d'un petit peu, si vous voulez, la victoire lui montant un petit peu à la tête. Il a un petit peu arrêté la fête. Il a été arrêté et il a été envoyé à Auschwitz. Et le pire, c'est que dans le livre de Steinberg, on trouve le combat des nazis, sachant qu'il était boxeur, ont obligé à faire un combat et à la suite de laquelle il a fait la marche des morts. Et il est mort, si vous voulez, à Auschwitz. Deuxième histoire qui est aussi étonnante, c'est celle des Beretvas. Les Beretvas, M. Beretvas est médecin. Il habite la Hongrie. Et en Hongrie, il se sort de la Hongrie parce qu'il y a le communisme qui arrive. Il va en Italie. Il va en Italie et en Italie, le fascisme arrive. Où il va se sauver? En Tunisie. Il vient en Tunisie où, si vous voulez, il va être, parce qu'il est polyglotte, l'interprète des nazis. Mais ce qui est plus important à raconter, c'est l'histoire de ces trois enfants. Ces trois enfants sont l'une en Israël, mariée à un journaliste, la deuxième en Israël a traduit le roman de la rose en hébreu, 1000 pages. Et le inouï, le fils, vous savez quoi, je vais chercher, j'ai la lettre de M. Beredvas, et si vous me permettez, je vais la lire, parce qu'il va faire de celui qui a le sauvé, la seule personne qui l'a sauvé, c'est le seul juste à Yad Vashem. À Yad Vashem, il n'y a aucune personne de Tunisie sur laquelle on va revenir,
Et le seul, c'est celui qui l'a sauvé. Mon nom est Bert Vass, j'ai 48 ans, je suis médecin généraliste et j'ai 5 enfants. Quelques jours après le débarquement allié en Afrique du Nord, des parachutistes allemands commencèrent à descendre sur Tunis. Je décidai de quitter Tunis et me rendis à un endroit appelé De Pienne, où l'un de mes amis, Ivan Henriquez, lui aussi juif, possédait une ferme. Mon intention était de quitter définitivement la Tunisie et de rejoindre les forces alliées. Claude, frère cadet de Yvan, et deux de ses amis, les frères André et Gilbert Bessis, nous rejoignent à la ferme sans avoir conscience du danger de la situation et n'avaient pas très envie de quitter la ferme à la recherche des lignes alliées. J'ai tenté de les convaincre, mais très vite, il fut trop tard. Les Allemands étaient arrivés en force et avaient occupé le 8 et 9 décembre la gare ferroviaire de Depienne. À cette même date, nous évoquâmes la possibilité de fuir en traversant les lignes, car si nous étions remis au SS, ce serait notre fin. Au début, cette proposition me remplit de méfiance, redoutant un piège quelque part, mais Richard, qui est justement ce soldat allemand, fit tout son possible pour nous convaincre, moi et mes amis, nous munissant d'une carte détaillée des mines à éviter pendant notre fuite, nous fournissant des vivres et un gros pistolet Luger. Le plus important était que quand tomberait la nuit, nous puissions le venu nous faufiler hors de la pièce et nous étions pour dégringoler des escaliers à travers loin du QG. C'est Richard, le soldat, qui lui-même nous a envoyé la sentinelle et nous a appelés un à un à aller notre chemin en nous tapotant l'épaule quand nous passions devant lui dans le noir, nous rassurant, vous allez vous en sortir. On s'est effectivement sorti et avons établi le contact avec les avant-postes alliés à Gambela 12 heures plus tard. Richard Abel avait fait davantage pour nous. Tout d'abord, dès qu'on découvrit notre fuite le lendemain, il dépêcha des patrouilles dans toutes les directions, sauf celles que nous avions prises pour nous retrouver. Et en second lieu, il se rendit à Tunis et allait voir mes parents auxquels il remit un bref message que j'avais écrit dans lequel je leur demandais de faire confiance au porteur du message et en leur disant que c'était grâce à lui que mes amis et moi-même avons réussi à quitter la Tunisie. C'était bien entendu que j'ai appris si tard, quand la Tunisie a été libérée, même plus tard après la guerre, que j'ai retrouvé Richard Abel. Il avait, en fin de compte, été fait prisonnier par les Alliés et avait passé la fin de où il se fit remarquer, mais un fermier italien du nom de Romano dit que nous parlions avec les soldats britanniques, nous dénonça aux Allemands à Depienne. Le 10 décembre au matin, des parachutistes allemands débarquèrent d'une camionnette dans la ferme et nous arrêtèrent. Nous fûmes emmenés à leur QG et logés dans leur quartier. On nous accusa d'espionnage et décida de nous mettre au travail en attendant des décisions ultérieures. Nous demeurâmes 3 jours avec les Allemands. Nous avons dû travailler dur, mais nous n'avons pas été pas trop maltraités, excepté par un arabe qui nous infligea des coups. Et même dans cette circonstance qui rapidement, l'arabe nous a plus levé la main, cet homme était le Feldwell Richard Abel, qui était à l'époque âgé de 24 ou 35 ans. Dès le début de notre détention, il s'était montré amical avec nous et avait fait tout ce qu'il pouvait pour apaiser nos craintes. Le fait que je sache l'allemand a facilité les choses, bien sûr. Quoi qu'il en soit, c'est le matin de notre 3e jour de notre détention que 2 faits importants retinrent mon attention. D'abord, l'arrivée de 2 ou 3 membres de régiment SS en visite auprès des parachutistes. Puis, il y avait un Allemand qui nous était devenu familier, un homme du nom de Lang qui me parlait, qui me dit que dans les prochains jours, nous serions probablement remis au SS qui allait s'occuper de nous. Sans tarder, je fis part de ce renseignement à Abel en lui demandant confirmation de la nouvelle, ce qu'il fit.
Il suggéra immédiatement, et j'insiste sur le fait immédiatement, qu'il a été le premier à faire cette suggestion et qu'elle venait de lui-même et que ses sentiments et son attitude anti-nazie après la guerre. J'ai pris contact avec lui. Il est rendu une visite en Allemagne. Il est aussi venu me voir à Genève. Ce fut une fête. Richard est mon meilleur ami. C'est un plein de bonté et d'honneur. Ce sera pour moi un bonheur de lui apporter cette fois cette félicitation au Philistiel, qui est l'être le juste des nations. Alors, tout à l'heure, je vous disais que c'est le seul, c'est très curieux. Dans, donc, en Tunisie, il y a eu les armées allemandes, et l'illustration, c'est Richard Abel, et il y a eu les locaux. Les locaux, les musulmans, ont été très ambigus. Disons que la populace n'a pas du tout été sympathique, pour ne pas employer un autre mot, mais la bourgeoisie, Aziz Djelouli, Mohamed Chnik et quelques autres ont gardé des juifs. On connaît même le fameux Medeb qui a été dans la région de Madia garder ces juifs. Mais terriblement, c'est un petit peu qui me gêne, c'est que j'ai essayé d'approcher ces familles, ou tout au moins ses descendants, et ils m'ont dit de manière la plus claire possible, tout ce qui est lié à Israël, même si c'est notre père, notre grand-père, nous ne voulons pas. Tristesse, mais c'est comme ça la vie. Donc, on a encore, si vous voulez, une autre histoire sur laquelle vous avez peut-être entendu parler de Frédéric Gasquet, je crois, vous voyez ici mon ami Pitch qui était en classe avec lui, qui raconte comment, si vous voulez, des gens de la famille Semla ont été envoyés en Allemagne. Terrible, ces gens, Gilbert. Et le fils, c'est justement le Frédéric Gasquet, qui a un livre, La lettre de mon père, qui est une tragédie grecque que je vous conseille vivement de voir. Ouais. Ça, c'était la première victime des Juifs tunisiens quand il y a eu le 9 décembre l'Araf, il y a eu une marche à 30 km de nord de Tunis. Un d'entre eux est M. Mazouz, qui avait le pied beau. Comme il ne pouvait pas courir, dire que on a cherché des fois des témoignages. Eh ben, le plus grand des témoignages, c'est celui d'Albert Memmi, dans un livre que je vous conseille. Raison, d'une part, parce que il y a un chapitre qui s'appelle Le camp, où il raconte, si vous voulez, le camp, et qu'à la fin, le héros, dans la statue de sel, va ou en Israël ou en Argentine. Tu as entendu? Oui, oui. Et en Argentine. Alors, maintenant, encore une fois, j'ai parlé du témoignage d'Albert Memmi dans son livre. Il y a aussi, très curieusement, André Gide, qui, pour des raisons dont je tairai l'honnêteté, se trouvait en Tunisie et a fait paraître un très beau texte qui s'appelle La libération de Tunis. Donc, il y a une bibliographie qui est importante. J'en montre quelque part le livre Bag, Mhm, le livre de Halali. mhm, Et pas mal d'autres livres. Il faut reconnaître que ces derniers temps, si entre 1900 et 1953, il doit y avoir 5 à 10 livres sur les Juifs de Tunisie, depuis 1953, il y a plus de 120 livres, des bons livres, des moins bons livres, mais 120 livres qui racontent chacune à leur manière cette Tunisie qui nous rend les yeux et le cœur et la mémoire, même si c'est très loin. Mais voilà, je crois que pour l'instant, c'est à peu près ça que je voulais vous dire.
Ah non, en fait, comme je suis pas un grand chanteur, j'avais gardé ça pour la fin. C'est que le 7 mai, la Tunis a été libérée et à l'avenue de Londres, une première file de soldats britanniques arrive et à Tunis, ça a été l'enthousiasme, la joie inouïe. Et on a inventé une chanson que je vais vous chanter parce que je chante faux, mais c'est pas grave. C'est Hamouche Jana Yaloulet Hamouche Jana. Et Hamouche, c'est 5, c'est le bonheur. Et Hamouche, c'est le nom de code si vous voulez, des armées alliées. Et il n'y a pas, si vous voulez, une illustration plus forte de ces 6 mois sous la botte que cette chanson parce il y a 38 couplets où elle raconte toute l'histoire. Et si vous voulez, c'est un mélange de tristesse, mais aussi de joie, de rédemption et aussi d'appel à Sion parce que, très curieusement, et on en finira sur ce point-là, mai 1943, sur les marches de la grande synagogue de Tunis, un groupe de gens avec Moshe Ardon, Moshe Ababou et quelques autres à l'assimilation, le retour à Sion, et ils ont été ceux qui ont créé le premier kibbutz tunisien en Israël, Regabim. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup, Claude, pour cette première partie de ta présentation. Je dis première partie parce que je vois que parmi les participants, les Tunisiens s'imposent, dont beaucoup je connais. Nelly, elle confirme. Et donc, je pense qu'il serait intéressant de lancer un petit échange entre les participants. Les non-tunisiens peuvent aussi s'exprimer, voilà, c'est possible. Mais voilà, et on peut ouvrir un échange avec toi. Alors, ce que je propose, c'est que uniquement la personne qui souhaite poser une question active son micro, ou alors vous pouvez lever la main si vous savez comment faire, et je vous donnerai la parole oralement. Voilà. Est-ce qu'il y a des Attends, attends, commentaires ou des... attends. Comme je suis curieux, je demande que les gens qui posent la question se présentent pour qu'on Ok, sache avec qui. parfait. Voilà. Et Nelly, est-ce que tu as une question? Si vous avez une question, rappelez-vous d'ouvrir le micro. Sinon, alors, les Yamine. Hannah, tu as une Oui, question? oui. Enfin, j'ai un témoignage et une petite histoire, si vous voulez bien. Oui? En fait, mes parents sont tunisiens, étaient tunisiens, et ma mère m'a raconté une histoire qui est la suivante. Lorsque les Allemands ont débarqué à Tunis, les Allemands ont toqué à leur porte et ma mère s'est précipitée pour éteindre la veilleuse que ses parents, sa maman avait allumée en mémoire de son frère qui est décédé parce qu'il y a eu des bombardements sur l'immeuble où il se trouvait. Et les Allemands, ma mère me disait, j'ai eu la présence d'esprit d'aller éteindre la veilleuse parce que j'ai pensé qu'ils pouvaient, ces Allemands, croire que c'était un signal. Et donc, en fait, il se trouve que ma mère s'appelait Vaïs et que Vaïs, ça fait un peu allemand, alsacien, et qu'en fait, les Allemands ont fait demi-tour, n'ont pas eu enfin, il n'y a pas eu de conséquences à tout ça. Mais voilà, c'est un petit témoignage. Merci, Hannah. Oui. Nelly, on t'écoute. Oui, alors moi, je me présente, je suis Nelly, je suis la copine de Claude et de Ayala depuis très longtemps. Alors moi, je voulais te poser une question au niveau de la famille, parce que nos parents ont participé à la guerre. Mon père était médecin otage dans le camp de Bizerte. Mon grand-père a été otage. Mais ce que je voulais savoir, pourquoi dans les familles tunisiennes, ils n'ont jamais voulu parler de ce qui s'était passé pendant la guerre. On l'a appris bien après. On a eu l'impression que la guerre n'a pas vraiment, à part le bombardement des Américains en 42, c'est ça, en mars 42 ou 43, je me rappelle plus. Mais
on n'a pas vécu avec cette angoisse de la guerre qui est arrivée, euh, de du destin des Juifs d'Europe, alors qu'ils étaient vraiment. Mon père a fait sous les bombes, il allait soigner les gens. Donc, je l'ai appris vraiment beaucoup plus tard. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Avant que tu poses la question, j'ai raconté l'histoire de la députée qui avait une étoile jaune qui a déchiré et qui a dit on ne veut pas. Il y a Oui. d'une part ce phénomène et le même phénomène qui existe dans les Juifs d'Europe, le silence, si vous voulez, terrible. Et ce Mhm. n'est que maintenant que certains grands-parents racontent plus que les parents. Les parents sont silencieux. C'est très lourd à porter. Je reconnais que c'est plus facile de dire pourquoi ils n'ont pas que pourquoi ils n'ont pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'heureusement, les enfants ou les petits-enfants racontent l'histoire. Voilà. Et c'est pour moi un impératif catégorique. Je dis toujours, écrivez, écrivez parce que après on ne sait pas ce qui se passerait. Mais au moins, les enfants auront ce témoignage. Donc tu vas, en rentrant, écrire, Nelly. Bien sûr, ça y est, j'ai préparé. Moi, on ne me voit pas, c'est Ayala, la femme de Claude, Yolaine en français, pour ceux qui me Est-ce connaissent. qu'on peut te voir, Ayala? Ayala, Ayala, Ayala. Voilà, c'est moi ici. Bonjour. Euh, je voudrais ajouter, je voudrais compléter ce que On n'entend pas. dit Nelly. Nelly dit pourquoi ils n'ont pas parlé. Moi, depuis que je suis petite, j'entends ma mère et mon père parler de la guerre, mais parler des Allemands de manière tellement ridicule que je n'ai jamais pensé que c'était les mêmes Allemands. Ceux qui avaient provoqué ce qu'ils ont provoqué en Europe et exterminé tellement de Juifs et fait aussi autant d'horreurs. Et je dis, c'est pas possible que mon père me raconte comment il se moquait des. Il était donc dans un camp de travail Aussi. obligatoire. Il se sauvait comme on leur donnait pas à manger, parce que les Allemands leur disaient, c'est la communauté qui doit vous nourrir, c'est-à-dire ils étaient obligés, c'était la communauté qui les nourrissait, qui leur envoyait soit de l'argent, en général, c'était de l'argent pour acheter Oui, c'est vrai. quelques produits pour se nourrir, et ou alors de la nourriture, parce que si c'était pas loin, si le camp n'était pas loin. Alors donc, il y avait cet aspect. Et mon père me racontait, par exemple, qu'ils se sauvaient, ils allaient voler des poulets et comme il y avait toujours un chorette dans la botte, alors donc ils pouvaient le tuer et ils pouvaient manger tout ça. Et les conditions, nous a raconté sur les conditions, qu'ils dormaient par terre, qu'il y avait des poux, qu'il y avait des rats, et tout ça, enfin que c'était pas gai. Ils racontaient ça si c'était une fatalité. Je ne crois pas que ce soit uniquement pour éviter de parler de tragédie, de quelque chose de tragique ou de triste. C'était comme si ça faisait partie de la vie. Ma mère, quand elle nous racontait les soirées, parce qu'il y avait des bombardements dans la cave, parce que c'est là-bas qu'ils se sauvaient, il n'y avait pas, c'était les abris dans les maisons, c'était en général la cave. Et alors, dans la cave, alors elle me racontait ça d'une manière un peu en riant. Par exemple, qu'il y en a un qui a tellement peur, il dormait avec une casserole sur la tête. Il y en avait qui se mettaient en chemise de nuit, en pyjama, qui n'avaient vraiment pas conscience de ce qui se passait. Bon, c'est-à-dire que ça dépend comment ça a été pris. Maintenant, c'est possible que vraiment ça vienne du caractère de ces Tunisiens qui aiment la joie et qui aiment. C'est possible. Mais je pense que ça dépend comment ils l'ont vécu. Ils ont vécu les bombardements, comme tu as dit pour ton papa. Ma mère, elle faisait la queue pour aller prendre, ils avaient le rationnement du pain ou quelque chose. Elle avait très très peur et à chaque fois, ils entendaient à telle rue il y a eu, alors il ne faut pas aller chercher par là-bas. C'est-à-dire qu'ils avaient, mais ils vivaient la guerre. Ils vivaient la guerre. C'est, euh,
Zéro. C'est tout ce que Oh, je ne ça sais me pas fait pareil. si je n'ai pas répondu, mais c'est un dialogue avec Nelly, ça. C'est, Combien de temps j'ai parlé? je ne sais pas. Je sais pas. Oui. Comment c'est, voir, je cherche là. Non, je ne sais pas. Je peux passer tout ce que Mhm. il y a une qui m'a promis. Ok. Loïka, on ne t'entend pas. Non, on n'entend pas, Ah, hein. merci, pardon. Voilà, c'est Oui, bon, pardon, c'est pardon. bon. OK. OK. Vous avez une question, Fabien? Non, 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 je voulais dire qu'on n'entendait pas. Non, mais moi, effectivement, ce que j'ai entendu, moi, je suis né, bien sûr, après la guerre. Et mon père, mon grand-père a été naturalisé français dans les années 20, donc mon père était français. Et lui-même il a fait la guerre, il a fait le débarquement à Saint-Raphaël, et donc il a été jusqu'en Allemagne, il a même été jusqu'à des camps nazis, voilà, l'un des premiers à voir ça. Et je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il m'a très peu raconté un petit peu dans le détail. Il m'a dit des grandes généralités, mais il en a beaucoup plus parlé avec mes enfants, quoi. Donc la transmission, il a pu la faire plus directement, dans une situation un peu plus apaisée, avec mes enfants et un peu moins avec moi, même s'il avait Mais un petit pour, peu plus parlé, je lui aurais posé plus de questions. Mais bon, j'ai respecté un peu pour son silence. répondre un petit peu à Fabien Citruc, qui est tout à fait. On se pose la question. Il dit, mon père a fait la guerre, il est arrivé à Toulon, il est arrivé à Cassino, je ne sais pas où. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Tunisie est un protectorat depuis 1900, 1882. En Oui, bien sûr. 1910, il y a eu un groupe de Juifs qui dirigeaient le journal La Justice, qui ont fait un appel à la France pour devenir français. Et les Français, ah, on ne veut pas de vous, vous êtes des barbares. En 1923, les Tunisiens ont demandé à être français, et c'est certainement son père ou son grand-père qui sont naturalisés depuis 1923. Pourquoi ces Juifs tunisiens ne voulaient pas devenir français? C'est parce qu'il y avait la guerre. Il y a eu la Première Guerre Oui, bien mondiale, sûr. il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. On en trouve de temps en temps. Dans l'époque des nazis, j'ai parlé de Paul Guez. Paul Guez était un officier de la Première Guerre mondiale, officier. Mais très peu, c'est très, très, très peu de gens. En tout Ah cas, oui. si je peux me permettre, le phénomène de parler peu et même de sauter une génération et de parler plus à ses Oui, c'est possible. petits-enfants ou aux jeunes en général, par exemple, d'aller parler dans les écoles, éventuellement, c'est-à-dire une fois que la... Peut-être que c'est pas seulement le fait de ne pas parler aux enfants et de parler aux petits-enfants, mais le besoin du temps pour libérer la parole. Et à ce moment-là, on a déjà des petits-enfants. C'est-à-dire que quand vous étiez enfant, Fabien, peut-être qu'il n'était pas capable de le faire. C'était trop Oui, près. oui, sans doute. Bah, Oui. surtout, oui, peut-être que dans un premier temps, on essaye d'oublier un petit peu toutes les horreurs qui ont pu se passer. Et avec le temps, la parole peut se libérer, là. Mm. Après, je sais que mon grand-père, lui, il a été aussi très actif. Je sais pas, je rebondis un peu sur ce qui a été dit. Il était très actif, très sioniste aussi. Et voilà, il travaillait à la Banque de Tunis. Et donc, il était très fier que ses enfants s'engagent aussi un petit peu. Voilà, il était fier d'être français, quoi, d'être venu français. Voilà. Bon, D'accord. voilà. OK. Merci, Pour les généralités. Voilà. merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question, Tant Alain. que la Alain question Yama. arrive, Alain Oui, Yama, vous m'entendez? oui, oui, on vous entend.
Bonjour Claude, bonjour à tous. Donc, j'aimerais savoir quelle était la réaction de la population musulmane vis-à-vis de la persécution des Juifs en Tunisie à cette époque-là. J'ai dit, je répète, généralement la population était, si vous voulez, très peu sympathique par rapport à la communauté juive. Et il y a eu des gens de la bourgeoisie qui ont gardé des juifs. Et l'exemple le plus frappant, c'est celui qui allait être le président de l'État, Habib Bourguiba. Habib Bourguiba a créé le parti du Néo-Destour. Il est à Lyon, dans la prison de Barbie, à Fort-Montluc, Madame. Et les nazis le mettent donc à Fort-Montluc. Et de Fort-Montluc, les nazis l'envoient à Bari, où il y a Radio Bari, une radio italienne, et les Italiens disent à Bourguiba une déclaration, et nous on te libère et tu verras. Et Bourguiba, c'est ça le courage, si vous voulez, par rapport à la bourgeoisie, ce qui allait être la nation tunisienne. Bourguiba dira non, j'attends les Alliés, je ne dirai rien contre les nazis et contre les Italiens. C'était Habib Bourguiba. Très bien. Oui, Nelly, tu avais une question. Il faut allumer ton micro. Euh, Quand on était à Sousse, j'ai recherché la maison de ma mère qui est née à Sousse et grâce à Khatem Bourial, on a pu bien visiter l'endroit. J'ai été heureuse de retrouver l'endroit. Ce que je voulais dire, c'est que ma mère, par contre, m'a toujours dit que pendant la guerre, les citoyens, ceux qui vivaient, ils étaient tous mélangés, juifs et musulmans. Et quand il y a eu les nazis, énormément de musulmans qui avaient enfin, pas des gourbis, comment on peut dire, des maisons à la campagne, ont accueilli des juifs et ont sauvé des juifs. Donc, elle insistait sur le fait de dire, à Sousse, dans cette région-là. Vas-y, Claude. C'est tout à fait vrai. Ah. De la même manière que les toiles jaunes a été portées dans les villes de l'intérieur et pas à Tunis, de la même manière, des Arabes qui ont sauvé des Juifs, c'est tes parents à Sousse, Voilà, c'est l'ambassadeur Zuili à Madia, c'est le ministre Shalom à Gabès. Dans les villes de l'intérieur, il y a eu, si vous voulez, des mouvements de fraternité qu'il tout à fait. faut reconnaître. Voilà, il faut reconnaître. Est-ce que ces personnes ont été nommées juste par la suite? On ne sait pas qui Mais c'est c'est. ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était mon rêve. Moi, je leur parle à tous ces descendants, ils ne veulent pas. Israël, c'est pour eux le drapeau rouge. C'est terrible. Ça C'est viendra un terrible. jour, Claude, ça viendra. Oui, on a Bon. attendu 2000 ans. Attends. Mais je ne désespère pas, tu as raison, Nelly. Tu sais quoi, je suis un homme d'espoir. Ouais, je sais. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? Oui, je voudrais poser une question. Je Oui, m'appelle Marek, André Marek. oui. Je voulais savoir, parce que je ne crois pas l'avoir entendu, quelle était la réaction des Italiens à ce moment-là, les Italiens de Tunisie. Une question pour Claude. La communauté italienne était tout à fait en deux. Il y avait d'un côté les gens qui étaient pro-Mussolini et ils avaient un journal qui était l'Unione, qui était le porte-parole, le porte-voix de ces juifs italiens, et de la même manière les autres qui étaient pro-alliés, pro. Mais c'était pas aussi une grande communauté. C'est pour ça que, si tu veux, euh, Mussolini avait des fortes ambitions sur la Tunisie, comme il a eu sur la Tripolitaine, Absolument. sur Tripoli. Il a pris la Tripoli, ils ont pris. Mussolini avait des ambitions sur l'Italie. Et il y a eu des échanges avec le ministre, j'ai oublié son Ciano, et il y a eu Ciano, si, il y c'est avait, ça. c'était sur la voie, mais ils n'ont pas eu le temps. Ok, merci. Chantal, est-ce que tu as une question? Elle était petite et il s'abritait dans le cimetière de Tunis qui était à la place maintenant où il y a le jardin public, à côté de la tombe Plus de fort. Rabbi Haït Tayeb quand il y avait les bombardements. Ils allaient s'abriter là-bas. Est-ce que tu as compris, Claude? On t'entend pas très bien, hein, J'ai Chantal. pas compris, mais j'ai deviné.
Il se trouve sa qu'en maman, plein elle était cœur de la petite, ville, elle mais ça avait une c'est dizaine l'histoire de la d'années. Tunisie, il y avait Allez, et les gens qui habitaient autour venaient se sauver dans les cimetières. Et oui, la drôle, c'était qu'ils prenaient des casseroles sur leur tête oui, pour se voilà, sauver. c'est ce C'était un qu'elle nous petit peu raconte. le... Mais il y a eu une bombe qui a eu la rue qui touche le cimetière à la rue Navarin, et il y a eu des morts. Il y a eu aussi des morts, si vous voulez, comme le bombardement du 2 mars à la Marsa. Non, mais en fait, il s'abritait aussi au niveau de la tombe de Rabbi Haït qui était au milieu du cimetière. Enfin, je ne sais pas trop. Moi, je ne l'ai pas connu parce que j'étais trop petite. Comme après, ils ont transféré tout au Borgel. Est-ce que vous m'entendez? Ah On non, ça entend, c'est on une entend, histoire. oui. Ça, c'est une histoire du cimetière. Une des raisons du départ des Juifs de Tunisie, c'est que le ministre Zaouch a, en 2 temps, 3 mouvements, décidé que ce cimetière serait un jardin et comprendrait 2 ou 3 tombes. Et ce Zaouch, qui a été extrêmement terrible, est très curieux parce que son père, Monsieur Zaouch, a été celui qui a condamné les Français qui voulaient faire sauter le cimetière du Djelaz, le cimetière des Arabes. Vous voyez comment l'histoire se refaire, mais ce Zaouch a été un homme cruel. C'était le témoignage Ça de... me fait la transition, la question que je voulais poser. Moi, je suis Alain Pikowski, donc pas tunisien, mais nul n'est parfait. Et je voulais demander, euh, il y a pratiquement plus de juifs actuellement en Tunisie. À quel moment sont-ils partis et pourquoi? La Tunisie comptait dans les années 50 110 000 Juifs à peu près. Puis, il y a eu des événements. 54, l'autonomie interne. 56, l'indépendance. 58, la République. 61, Bizerte. 64, Ben Salah. 67, la guerre des 6 jours. Et la communauté, si vous voulez, qui avait la coquetterie de faire remonter son histoire à la reine Didon, s'est vue esfiolée. Mais il y a un point auquel je tiens particulièrement. Vous voyez, aujourd'hui, il reste pratiquement plus de juifs. Il reste aujourd'hui 2000, 1500, 2500, on ne sait pas. Mais la majeure partie se trouve à Djerba. Mais les Tunisiens sont quelque chose d'original. Aujourd'hui, vous allez à Casablanca, au Canada, à Sarcelles, à Marseille, à Paris, à Ashdod ou à Netanya, et vous verrez ces juifs tunisiens ne parler que de la Tunisie. Ils ne se sont pas libérés de la Tunisie, ils mangent tunisien, ils rêvent tunisien, ils chantent tunisien. C'est peut-être ce côté original qui fait les Tunisiens. Jean Ferrat avait chanté On ne se libère jamais de son enfance. Pardon. Je n'ai pas Jean entendu. Ferrat J'ai avait pas entendu. chanté On ne se libère jamais de son enfance. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais ça passe aux autres générations aussi. Merci Alain. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a encore un commentaire ou une précision ou des questions que quelqu'un souhaite poser. Euh, Sinon, je voulais remercier à Claude et à Yala de nous avoir illustrés aujourd'hui sur ces sujets très peu connus, en tout cas pour les non-tunisiens. On a vu aussi peu évoqué parmi les Tunisiens. C'est important de mettre la Shoah dans le contexte de ce qui s'est passé en Europe de l'Est, en France, mais aussi ailleurs. Donc, merci beaucoup d'avoir ouvert cette porte sur cet aspect de la Shoah beaucoup moins connu. Voilà, ça donne, en tout cas pour moi, ça donne envie de pouvoir lire un peu davantage et de s'informer un peu plus. Donc, un grand merci à Yala pour ta transmission des documents et pour ta préparation du PowerPoint. Et à Claude pour ta présentation et à vous tous encore bonne année à chacun et à chacune. Très bonne année et on va continuer avec nos Oui, conférences. On en verra bientôt il a dit quelque les chose. nouvelles dates de la suite. Tu avais quelque chose à dire?
Alain, Claude? Non, ça va. Ça va. J'étais content. Ça m'a fait plaisir. Parfait. OK. D'autant que tu as dit, d'autant que tu as dit que tout ce texte va être envoyé à tout le monde. Oui, l'enregistrement. Oui. On a enregistré la conférence et on va la mettre sur notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver aussi celle de décembre par Jean-Pierre Bonnon. Voilà. Alors, une très bonne soirée à tous et à bientôt. Bye bye. Au revoir à tous.